Bonjour à tous, dans l'épisode 4 de ce cours sur CatBoost, on va voir ensemble comment évaluer correctement votre modèle. Donc on va voir que l'accuracy, même si beaucoup utilisé, n'est pas du tout une métrique adaptée en réalité pour évaluer un modèle de classification dans la pratique. Parce qu'en théorie c'est parfait, mais dans la pratique, bon, il y a il y a des petites divergences avec la théorie. Donc voilà, dans les vidéos précédentes, on a vu premièrement dans l'épisode 1 comment est-ce que CatBoost gère nativement les variables catégorielles avec son order target encoding et du coup nous enlève le besoin de faire du manual encoding tel que le one hot encoding, label encoding et j'en passe. Dans l'épisode 2, on a comparé en fait les performances de CatBoost sur le même dataset sans tunage des modèles ni rien, les performances. On a vu que CatBoost surpassait ou était pareil que les autres modèles, donc à savoir XGBoost, LightGBM, Random Forest. Et dans l'épisode précédent, en fait, on a construit directement le pipeline de A à Z sur le notebook que l'on utilise depuis le début, à savoir Adult Consensus Income. Donc, l'idée, ça va être de se baser sur le même notebook que la dernière fois et de continuer en fait à la suite de ce notebook avec les différentes métriques d'évaluation. Donc pour rappel, le dataset c'est celui-là, Adult Consensus Income, et en fait on cherche à prédire si oui ou non la personne va gagner plus que 50 000 dollars par an en fonction de nos features, c'est voilà, le sexe, si la personne est mariée ou non, le nombre d'années d'études, dans quelle catégorie elle travaille, si elle est dans le privé, dans le public, etc. Et voilà, donc on a comme variable un boolean. Je fais un petit rappel de ça parce que ça va être très important pour ce que je vais dire par rapport notamment à l'accuracy et pourquoi est-ce que c'est pas une bonne métrique. En fait, notre 0, du coup, c'est un salaire inférieur à 50 000 dollars par an et notre 1, c'est un salaire supérieur à 50 000 dollars. Et comme vous pouvez le voir, il y a ce qu'on appelle en anglais une class imbalance, à savoir un problème d'équilibre en fait entre la classe, puisqu'il y a une classe qui est très clairement minoritaire, à savoir la classe favorable, donc la classe 1 puisqu'elle représente que 24% du dataset. Donc dans trois quarts des cas, en réalité, on a des zéros. Donc voilà, ça c'est le code de la vidéo précédente, donc ça doit vous rappeler de bons souvenirs. Et voilà, là, ça c'est ce qui est nouveau. Donc on commence par l'accuracy. L'accuracy, pour faire une phrase, donc là on a une accuracy de 87%, 87,24. L'accuracy, pour faire une phrase, c'est-à-dire que dans 87,2% des cas, lorsque l'on prédit une classe, on a raison. C'est-à-dire que lorsqu'on prédit 0, c'est en effet 0. Lorsqu'on prédit 1, c'est en effet 1. Bon, sur le papier, en théorie, ça paraît bien. Le problème, c'est qu'on vient de dire précédemment qu'on a une classe imbalance très très forte. On a un déséquilibre de classe qui est de l'ordre de 1 quart, 3 quarts. Donc, si on prend un modèle qui prédit tout le temps 0, on aurait quand même eu une accuracy de 76%, ce qui est énorme pour un modèle qui n'est absolument pas valide, qui est nada, zéro. Donc là, vous voyez très clairement le problème de l'accuracy. Lorsqu'on a affaire à un déséquilibre de classe, on ne peut pas l'utiliser. Concrètement, on ne peut pas l'utiliser puisque ça ne veut plus rien dire. Là, en réalité, voilà, par défaut, si ça avait prédit 0, on aurait eu 76%. Donc 87%, qu'est-ce que ça veut dire? Telle est la question. Premier problème. Deuxième problème, là, ça suppose que au-dessus de 0,5, on prédit positivement, en dessous de 0,5, on prédit négativement. Donc voilà, le true-false, il se fait avec un threshold, avec un seuil de 0,5, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque je le rappelle, là, on n'a pas appliqué, et c'est l'objet en fait de la vidéo suivante, on n'a pas appliqué de régression afin de recalibrer nos prédictions. Donc là, la calibration, elle n'est pas optimale puisqu'elle n'a pas eu lieu en plus. C'est-à-dire que là, on a juste les prédictions un petit peu raw, brutes du modèle. Donc, prédire qu'au-dessus de 0,5, c'est bon, c'est 1, et en dessous de 0,5, c'est 0, ça n'a aucun sens, puisque voilà, aucune calibration a été appliquée. Donc voilà les deux problèmes majeurs de l'accuracy. Selon moi, c'est vraiment les deux pires problèmes, enfin les deux problèmes les plus importants, et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas forcément l'utiliser dans certains cas, surtout dans le nôtre par exemple. Parce que voilà, en théorie ça marche quand 50-50, mais on n'a jamais 50-50 dans nos données. En réalité, vous le savez très bien, si vous travaillez sur des données empiriques, vous voyez que c'est très très rare. Surtout par exemple, quand on prédit de la fraude, c'est encore pire. Dans les datasets de fraude, on a quoi? On a 6% de fraude. Donc
Donc voilà, c'est pareil, si ça prédit tout le temps 0, 6% de fraude, on a 94% d'accuracy alors que le modèle n'apprend rien. Bon, voilà, je passe. Maintenant, on a la log loss. Log loss de 0,28. Alors, la log loss, ça peut être intéressant, surtout pour comparer les modèles. C'est-à-dire que là, bon, c'est pas ce qu'on a fait, on n'a pas fixé de random seed ici au niveau du split de données, mais si on avait fixé une random seed de sorte à ce que du coup les données soient tout le temps les mêmes lorsqu'on les input dans le modèle, alors on aurait pu utiliser la log loss comme moyen de comparaison pour comparer avec des données égales les performances du modèle lorsqu'on change les hyperparamètres. Donc par exemple là, je change la profondeur du modèle, donc depth de 6 à 8, je regarde si la log loss a augmenté ou diminué. Et en fonction de ça, je peux savoir si mon modèle est meilleur ou moins bon. Donc là, la log loss, ça va être surtout une métrique de comparaison sur le même dataset et à données identiques. Donc toutes choses étant égales par ailleurs. C'est vraiment la fameuse expression d'économètre typique. Hein. Ça peut peut-être vous faire rigoler si vous étudiez l'économie. Enfin bon. Tout ça pour dire que bon, ça c'est bon pour la perspective, mais pas pour l'absolu. En absolu, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut surtout le mettre en relatif. Et ça veut encore moins dire quelque chose si on le compare avec un autre dataset. Là vraiment, ça ne veut plus rien dire parce que plus la même class imbalance, etc. Bon alors à présent, on va regarder le score AUC. Donc le score ROC AUC. L'idée, bon, quand on parle de score AUC, par défaut, on parle de score, de score ROC AUC. Pourquoi? Parce que AUC tout court, ça ne veut rien dire en fait. C'est juste une méthode d'évaluation de courbe, entre guillemets, puisque AUC, ça signifie littéralement Area Under the Curve. Donc en gros, on mesure l'air qu'il y a en dessous de la courbe. Et du coup, là, en l'occurrence, de la courbe ROC. Donc ROC, c'est les True Positive Rates sur les False Positive Rates. Donc le taux de vrai positif sur faux positif. Bon. Ce que vous voyez en diagonale, c'est un aléa parfait. C'est-à-dire que si on n'a aucun déséquilibre de classe, tout ça, et qu'on a, comment dirais-je, un modèle qui prédit rien du tout, et qu'on a énormément de données, normalement, la courbe devrait suivre parfaitement la diagonale. Donc, l'idéal, c'est que la courbe soit en haut, à gauche, le plus possible au nord-ouest. Pourquoi? En fait, d'abord, on va essayer de comprendre avec un exemple. Ça va être très visuel, vous allez voir, imaginez ce que je vais vous dire, vous allez très très vite comprendre en fait pourquoi est-ce que c'est une métrique qui est très très intéressante. Euh, Imaginez-vous, on a des outputs de modèles qui sont les suivants. Pour tous les Y false, on a une prédiction de 0 tout court, 0.00. Okay. Maintenant, pour tous les Y true, on a une prédiction de 0.01. Vous voyez? Donc là, on a une prédiction qui est légèrement supérieure pour tous les true, comparé à tous les false, mais ça reste très 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 faible. L'idée, c'est que là, du coup, pour l'accuracy, vu que ça se base de base par défaut sur un score de 0,5 pour séparer les true des false, pour séparer la classification, on aurait en fait une accuracy qui est égale juste au taux de false dans notre dataset. Maintenant, le score ROC-AUC aurait été de 1, aurait été parfait. Pourquoi? Parce que en fait, ce score, il mesure juste la capacité du modèle à prédire avec un score plus élevé les true comparé aux false. Donc là, on n'est pas sur la puissance de la prédiction, la puissance de l'output prédit. Pas du tout. On est juste sur un ranking. En fait, c'est vraiment un ranking des prédictions. Du coup, là, vous comprenez mieux pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus important que l'accuracy ou que la log loss ou whatever. Mais bon, ça pose quand même question à cause de la class imbalance. On va voir après une autre méthode d'AUC qui n'est pas l'AUC classique avec la courbe ROC, mais avec la courbe PR, Precision Recall. Mais bon, ça on va voir ça juste après. Donc là, ce que vous voyez, voilà, donc l'AUC, comme je vous ai dit, ça mesure l'area sous la courbe bleue, entre la courbe bleue et l'abscisse. Maintenant, du coup, idéalement, je pense que vous avez compris, l'idéal, c'est qu'on ait une courbe, on veut une courbe qui va le plus possible augmenter d'un coup, et ensuite seulement, une fois qu'elle sera très 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 haute, venir faire une ligne. En fait, c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce que en fait, on veut que le taux ici de false positive, il soit le plus bas possible quand le taux de true positive, il est le plus haut possible. Donc le taux de true positive, en réalité, c'est ce qu'on pourrait appeler le recall. C'est le recall littéralement en fait. C'est vraiment littéralement ça. Donc on veut avoir, le recall, c'est en gros le pourcentage de prédiction true
qui est bon, en fait, le pourcentage de true qu'on capte dans nos prédictions. Donc l'idée là par exemple, on voit qu'à 0,4, donc à 40% de recall, on a un taux de faux positif qui est de, bon, plus ou moins peut-être 2% ou 3%. Donc c'est très bien. Mais on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente, quand on veut un recall de 80%, là pour le coup on va avoir un taux de faux positif qui est bien supérieur, qui est de 10%. Et donc l'idée c'est que plus on va augmenter, plus on va contaminer nos prédictions par les faux positifs. Et du coup, c'est pas idéal. Donc voilà, ce qu'on veut c'est être le plus possible en haut à gauche. J'espère avoir été clair. Donc maintenant on va passer euh, à la seconde métrique très très proche qui est l'AUC toujours Area Under the Curve, mais en utilisant Precision Recall. Donc ce que vous voyez, c'est que là, le recall, avant, il était donc en ordonnée, maintenant il est en abscisse. Donc forcément, la courbe s'inverse. Et en abscisse, en ordonnée, cette fois-ci, on a la précision. Donc forcément, ce score, en fait, à la base, le score ROC AUC, par défaut, c'est 0,5. Au-dessus de 0,5, on considère que le modèle, voilà, au-dessus de 0,5, si c'est 0,51, non forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que 0,5, c'est le seuil pour savoir si le modèle est performant, entre guillemets. Il faut savoir que pour la courbe Precision Recall, en général, on dit que c'est 0,25. Donc c'est normal que le score soit plus petit. Hein. C'est pas du tout les mêmes échelles, on va dire. Bon, voilà. Donc maintenant, on a le recall. Et là, ce qu'on observe, en fait, c'est qu'au fur et à mesure que le recall augmente, donc au fur et à mesure qu'on capte toutes nos prédictions positives, en fait, la précision, elle va diminuer, ce qui est complètement logique. C'est-à-dire que là, par exemple, on voit que juste ici, alors je ne sais pas si je peux zoomer à ce point-là, si voilà, je peux zoomer, on voit que juste ici, on a une précision de 100%, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prédit un 1, en fait, globalement, donc dans les prédictions les plus fortes, on a on a à chaque fois raison. On a à chaque fois raison au niveau des trous positifs. Dès qu'on prédit un positif, c'est vrai. Bon, voilà. Et si on descend, du coup, on voit que ça correspond à un recall de 17%. Ça veut dire que pour 17% des outputs les plus forts, on a une précision de 1. Mais nous, on peut vouloir, et à raison, un recall qui est supérieur, au moins de 50% par exemple. Et à 50%, on voit que la précision, elle est de 0,80, peut-être 88, on ne peut pas trop voir manuellement, mais bon, voilà. Et du coup, là, pour le coup, le 0,82, ça mesure l'area under the curve du recall, donc toute cette partie-là. Voilà. Je vous ai fait, alors comme d'habitude, hein, bien évidemment, ce notebook sera publié, vous aurez le lien en description, ainsi que le lien du write-up qui réunit le dataset et tous les notebooks, pas que celui-là, mais aussi le notebook de l'épisode 1, 2 et 3. Et voilà, du coup, là, je vous ai fait un petit résumé de ce que je viens de vous dire, en fait. Pour la différence entre le ROC AUC et voilà. Donc, comme vous le voyez ici, pour les déséquilibres du modèle, c'est mieux d'utiliser le PR AUC plutôt que le ROC AUC. Bon, voilà, bon, globalement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, en fait. Donc, je ne vais pas me répéter, sinon ça va être un petit peu useless. Donc maintenant, on va voir cette espèce de petit tableau qui est assez intéressant, surtout de par la fréquence, on le voit très très fréquemment. Cette méthode d'interprétation, je ne vais pas dire qu'elle est mauvaise, puisque en réalité elle est très utilisée et voilà, c'est assez classique, on la voit souvent dans les papiers de recherche, etc. Et ça fait sens. Mais le problème qui se pose, c'est un des deux problèmes d'ailleurs qu'on avait cité pour l'accuracy, c'est qu'encore une fois, le seuil est supposé, le seuil de détection de vrai comparé au faux est supposé être 0,5 puisqu'on prédit entre 0 et 1, ce qui encore une fois n'est pas vrai parce qu'on a voilà, une imbalance au niveau de la classe et qu'il faut du coup ajouter une calibration sur les probabilités brutes, les outputs bruts du modèle. Donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment utiliser ça. On aurait pu l'utiliser après la calibration par exemple, puisque là on aurait eu du coup, après la calibration en théorie, un 0,5 qui est plus fiable. Bon voilà. Maintenant, donc la précision et le recall, je ne vais pas encore une fois vous redire à quel point c'est important, puisque c'est ce que je viens de vous dire à travers le fait que pour moi le PR AUC c'est la meilleure evaluation metric. Mais voilà, l'avantage ici c'est qu'on a un recall qui est progressif. Donc on peut voir l'évolution de la précision en fonction du recall, ou alors inversement du recall en fonction de la précision. Donc c'est plus intéressant pour évaluer juste votre modèle et pas de l'output final après calibration, ce qu'on verra
dans l'épisode suivant, d'utiliser ça, plutôt que cette espèce de matrice, enfin, cette espèce de tableau. Bon, voilà. Et voilà, le score F1, c'est ces fonctions en fait la précision et du recall. Alors je ne saurais pas vous le dire de tête, si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme 2 fois précision fois recall divisé par précision plus recall. Enfin bon, c'est une évaluation des deux. Et bon, au niveau de l'interprétabilité, si je devais quand même interpréter ça, même si comme je vous ai dit c'est pas forcément fiable, c'est de très bons résultats, hein. C'est de très très bons résultats. Voilà. Au-dessus d'un certain. En fait, je peux pas vous donner un seuil encore une fois parce que je préfère pas me prononcer, on verra ça dans la vidéo prochaine. Bon, voilà. Et voilà, au final, du coup, ce qu'on peut faire aussi, c'est refaire en quelque sorte ce tableau-là, mais avec différents seuils. Et du coup, là, voilà, en fait, on évalue les mêmes scores que précédemment, et en plus, j'ai mis l'accuracy, bon, vraiment pour le fun, mais du coup, en fonction de différents seuils. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus sur 0,5 par défaut, on est sur un seuil. Et le 0,5, on le mesurera après la calibration. Là, pour l'instant, on veut juste évaluer le modèle. Donc, on regarde au niveau du modèle, si on voulait l'utiliser tel quel sans calibration, à partir de quel seuil est-ce qu'on devrait considérer une prédiction comme vraie ou fausse. Et pour ça, on va regarder au niveau de la précision. On voit qu'à un seuil de 20%, la précision, elle est de 57%. Ce qui signifie que quand on prédit 1, en réalité, dans 57% des cas seulement, c'est en réalité 1. Ici, par contre, quand on est à un seuil de 80%, on voit que la précision est de 94%. C'est-à-dire qu'au-dessus de 80%, dans 94% des cas, lorsqu'on prédit 1, bah, c'est en effet 1. Et donc là, vous voyez que, déjà, rien qu'avec ces résultats, vous voyez en fait intuitivement que la calibration est nécessaire. Parce qu'à un seuil de 20%, on a une précision de 57%. Ça n'a pas de sens en réalité, du coup. Ça n'a pas de sens, la précision est beaucoup trop élevée pour un seuil de 20%. Voilà. Pour un seuil de 50%, on a une précision de 78%. Alors qu'on devrait avoir une précision de 50% seulement. Donc ça prouve le besoin inhérent de calibration. Bon, voilà. Et aussi, ça montre l'évolution du recall, ce qui est normal. Plus on augmente le seuil, moins on a de vrais positifs dans nos outputs, puisque le modèle devient plus sélectif. Du coup, effectivement, le score F1, en fait, si on veut le maximiser, on voit que ici, en fait, l'idée du score F1, du coup, c'est de faire un trade-off entre la précision et le recall. Parce que si on veut plus de précision, on utilise des seuils super élevés. Si on veut plus de recall, on utilise des seuils super bas. Sauf qu'on veut un trade-off entre les deux. Et là, le score F1, en fait, il nous permet de voir à quel niveau se trouve le trade-off optimal, on va dire, mathématiquement. Et c'est du coup au seuil de 40%. Donc voilà, ça donne des résultats qui sont assez concrets. Parce que parfois, en réalité, là, je vais vous donner le pipeline complet parce que c'est un cours. Donc forcément, je suis obligé de vous le donner. Sinon, quel genre de... quel genre, d'ailleurs, j'ai mis tout ça, j'en ai pas besoin. Quel genre de cours est-ce que je dispense si je vous donne pas tout, pas toutes les cartes en main. Mais l'idée, c'est que moi, honnêtement, dans mes modèles, j'utilise pas de calibration. J'utilise juste ce tableau-là. Et puis je vois à partir de quel seuil est-ce que, par exemple, quand on fait du trading algorithmique, ce qui par exemple est mon cas, j'essaie de développer des modèles et voilà. Et pour les conditions d'entrée dans certains trades, en fait, je vais regarder directement à partir du seuil du modèle. Je ne vais pas m'amuser à faire des calibrations et me dire, ok, parce que je m'en fiche de l'interprétabilité, je veux juste que ce soit performant. Donc, quand vous vous en fichez de l'interprétabilité et que vous voulez juste être performant, alors à ce moment-là, bon, bah, vous n'avez pas besoin d'appliquer de calibration. Et vous pouvez juste utiliser ça. C'est pour ça que je trouve ça très très pertinent de vous présenter ce tableau-là. Bon. Donc dans la prochaine vidéo, on va s'axer sur l'interprétabilité qui est parfois cruciale. Parfois on a besoin d'interprétabilité. Et du coup, je vais vous présenter en fait la régression isotonique. C'est très intéressant de parler de ça parce que c'est un type de régression qui n'est pas très très connu en réalité. Et du coup, je trouvais que voilà, c'était très intéressant de vous en parler pour faire un cours complet. Je ne pouvais pas me passer de ce concept. Donc, si vous voulez voir ça, je vous encourage à vous abonner et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À la prochaine.